Bonjour à tous et bienvenue dans le Nouveau Monde. Alors, on n'imagine pas faire un livre aussi ambitieux et aussi modeste en même temps, traiter l'histoire du monde en 400 pages et la réduire en fiches. Voilà le défi à relever. Des fiches synthétiques, sobres mais complètes mais sobres, des fiches sur tout, la biographie des personnages qui ont marqué l'histoire des relations internationales, qui les ont fondées même, sur l'histoire elle-même, c'est-à-dire la succession de crises, de conflits, de conférences, sur les guerres actuelles. On parle beaucoup de l'Ukraine en ce moment, mais on oublie, ou on fait semblant d'oublier qu'il y a à peu près 25 conflits en même temps sur la planète, sur le droit, tous les droits, les organisations internationales, sur les grandes questions incontournables que sont tout à la fois la démographie, le réchauffement climatique, etc., la prolifération nucléaire, bien sûr. Et enfin, sur la vision que chaque civilisation porte en elle des relations internationales. Ça paraît scolaire et ça l'est pas du tout. C'est passionnant. Ça se lit comme une sorte d'atlas. On y cherche des réponses, on les trouve, on y revient. Et vous êtes François Costantini, l'auteur, pas le maître d'œuvre, hein, l'auteur de cet ouvrage dont c'est la deuxième édition. Pourquoi et pour qui vous êtes-vous attelé à ce travail de romain ou d'encyclopédiste ? Bonjour Vincent, merci tout d'abord pour votre invitation. Alors j'ai pensé avant tout à mes étudiants. Vous savez, les étudiants aujourd'hui, ils travaillent un peu dans les 15 derniers jours. Et donc j'ai pensé à eux avec Ellipse, mon éditeur, en disant il faut leur faire des choses faciles d'accès et à entrée multiple. Donc plutôt que de faire un manuel classique de relations internationales, j'ai choisi un manuel à entrée multiple qui était pratique pour les étudiants, mais également pour d'autres personnes qui veulent s'intéresser plus ponctuellement à une question, qui ont une entrée particulière, qu'il s'agisse d'une question d'histoire internationale, d'une question particulière, ou à jour récent, d'une vision nationale particulière des relations internationales. Alors, c'est vrai que c'est très complet, c'est bien pour bachoter, et ce n'est pas bourratif, parce que vous écrivez d'une manière qui est très claire et qui va directement à l'essentiel. Du moins, sur presque tous les sujets, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on pourrait pinailler un peu. Hein. Il y a des sujets sur lesquels vous mettez énormément de citations. Alors, on sent que vous avez du mal quand même, par exemple avec De Gaulle, à réduire l'apport de Gaulle, à le traiter en une fiche. Donc vous préférez lui laisser la parole. Alors tout d'abord, la citation, pourquoi ? Parce que j'ai pour principe de citer les auteurs, également les autres auteurs de géopolitique, et de ne pas faire de la paraphrase. Donc j'essaie d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle. Ensuite, les citations sont à peu près réduites. Vous savez qu'une citation, c'est 10-15 pages. Mais parce que je veux également que cet ouvrage soit en quelque sorte un vademecum, un aide, et qu'ils aillent piocher, puisqu'il y a, dans chaque fiche, vous avez des repères, notamment chronologiques, et vous avez également une bibliographie de complément. Par exemple, sur De Gaulle, la pensée du général de Gaulle est extrêmement importante en question internationale. On parle toujours du De Gaulle 18 juin ou de 1958, mais De Gaulle, la vision internationale du général de Gaulle est totalement couplée. Je dirais qu'elle est même peut-être en quelque sorte la quintessence de la vision politique du général de Gaulle, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui en effet que cette vision est de plus en plus contestée et qu'en effet sa remise à jour peut-être réglerait un certain nombre de problèmes. Donc j'ai choisi de le citer, citer notamment in extenso le général de Gaulle pour parler particulièrement de lui. Non, mais tout le monde ne n'empêche pas la classe politique française de toujours faire une petite révérence devant la statue du commandeur dès qu'il s'agit de parler de politique étrangère. Alors, vous avez été enseignant en classe prépa, à l'IP-SUP et pendant une petite dizaine d'années aussi à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qu'on salue ici. Et vous aviez d'ailleurs écrit une histoire du Liban comme destin et comme exemple. Vous suivez la descente aux enfers des Libanais ou vous préférez détourner les yeux comme le font la plupart des Français ? Non, je la suis, bien sûr, je la suis avec une certaine tristesse, c'est évident, mais hélas, on me demande des analyses sur le Liban. Il faut toujours, même dans ce contexte, essayer de garder un œil quelque peu froid et distant, mais voir que ce qui arrive aujourd'hui au Liban est en quelque sorte la résultante, cette fois-ci de façon plus dramatique, parce qu'elle touche en effet la survie même, la prospérité du peuple libanais, et elle est en quelque sorte la conséquence d'un engrenage qui a commencé depuis pratiquement un demi-siècle. En fait, ce que vous nous dites, c'est que le drame du Liban, ce sont les Libanais. Hein. Dans une certaine, pas tous les Libanais, mais dans une certaine mesure, en effet. Ou la classe politique, en tout cas. Alors, vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé, et puis on va revenir sur les retouches, les différences entre
les 2 éditions de votre ouvrage. On va parler du monde tel qu'il change. Mais d'abord, on va faire un détour. On va rejoindre le professeur André Caspi, qui est le grand spécialiste des États-Unis que l'on ne présente plus, et qui est professeur à la Sorbonne, évidemment, et qui vient de consacrer ce numéro de Placard et Libelle à Joe Biden. Ça ne fait pas 400 pages, ça en fait à peu près 4, écrites serrées. C'est difficile à dire parce que ça se déplie et ça se lit des 2 côtés de la feuille, comme vous le voyez. Mais au moins, on peut l'envoyer par la poste. C'est un livre que l'on peut adresser à ceux que l'on aime quand ils sont au bout du monde. Et ce n'est pas un article complaisant qui a été écrit. C'est un premier bilan après un an de règne. Bonjour André Caspi. Vous n'êtes pas un examinateur indulgent. Vous avez été déçu par la présidence Biden? Déçu, non, parce que je n'attendais pas un miracle de la part de Joe Biden. Vous savez, Joe Biden a été surtout élu parce qu'une majorité d'Américains voulaient se débarrasser de Donald Trump. Alors, c'est au terme d'une bataille au sein même du camp démocrate, c'était la bataille des septuagénaires. C'est-à-dire qu'il y avait Joe Biden d'un côté, Bernie Sanders de l'autre, et même à un certain moment, Michael Bloomberg, qui avait été maire de New York et qui était plus âgé que les 2 premiers. Et finalement, c'est Joe Biden qui l'a emporté parce qu'il avait cette caractéristique, et il l'a toujours d'ailleurs, d'être un centriste. Et d'être un centriste qui répond à la demande de la majorité de son parti, tout en faisant obstacle aux membres les plus extrémistes de ce parti. Je pense en particulier aux représentantes de différents États qui constituent ce qu'on appelle le Squad et qui sont à l'extrême gauche du Parti démocrate. Donc finalement, Joe Biden, il a cet avantage de ne pas heurter une majorité de démocrates et de répondre à cette demande américaine qui était « débarrassez-nous de Donald Trump ». Alors, il l'a fait avec difficulté parce qu'il ne faut pas oublier que Joe Biden a été élu par 81 millions d'Américains, mais que Donald Trump a quand même bénéficié du soutien de 74 millions. Donc, une élection, si vous voulez, qui n'est pas serrée, mais qui en même temps montre que ça n'est pas un triomphe. Oui. Alors, vous ne l'attaquez pas sur sa santé. En ça, vous êtes quand même. Vous ne dites pas ce que murmure tout Washington, à savoir que le président est sénile, ou en tout cas qu'il a des lacunes, qu'il a des absences. Mais il n'est pas responsable de tout, parce que la désunion des démocrates, l'obstination des républicains qui ont coulé son grand projet d'investissement dans les infrastructures, c'est pas entièrement de sa faute quand même, tout ça. Non, ce n'est pas sa faute, c'est-à-dire que ça fait partie des complexités de la vie politique aux États-Unis. Joe Biden est arrivé en se disant qu'il serait le nouveau Franklin Roosevelt, c'est-à-dire qu'au fond, il était prêt à lancer un New Deal, un New Deal. Et évidemment, il s'est heurté à beaucoup de difficultés au sein, bien sûr, des républicains, mais au sein des démocrates également, ce qui fait que tous ces beaux projets ont été considérablement réduits en ce qui concerne les financements. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur le plan de la politique extérieure, mais je suis certain que nous allons en reparler tout à l'heure, il a rencontré beaucoup de difficultés, et la plus grande de ces difficultés, ça a été de quitter l'Afghanistan. Donc, en fin de compte, pour l'instant, en tout cas, après 1 an et demi de présidence, on ne peut pas dire que Joe Biden ait réussi un miracle. Il aurait voulu être Roosevelt et on a l'impression d'avoir rendez-vous avec un nouveau Jimmy Carter, du moins après la débâcle de Kaboul. Mais alors dites-moi, votre libelle là, votre placard, lui aussi très clair, lui aussi très informatif, lui aussi à lire et à garder, a été écrit, parce qu'on connaît les délais des éditeurs, avant la guerre en Ukraine. Et alors moi je voudrais vous demander, cette guerre en Ukraine a permis au commandant en chef de remonter à cheval et d'être une sorte de John Wayne parti en croisade contre le mal, contre la Russie de Poutine. Est-ce que
c'est pas en train de grandir finalement Joe Biden et lui donner un rôle qui est inespéré pour lui finalement? Bah, c'est-à-dire que inespéré, oui et non. Dès le mois de novembre de 2021, les États-Unis, en particulier le département de la Défense, les services de renseignement, donc le président aussi, se pensaient qu'il y aurait quelque chose qui allait se passer en Ukraine. Alors, vous savez bien sûr que les services de renseignement occidentaux, eux, n'étaient pas du tout convaincus par les informations qui venaient de Washington. Donc, ça veut dire que dès le mois de novembre 2021, Joe Biden s'attendait à ce qu'il y ait, disons, des événements du côté de l'Ukraine. Mais d'un autre côté, quand ces événements sont arrivés, c'est-à-dire le 24 février, Joe Biden s'est empressé de dire qu'il ne ferait pas la guerre. Bon, alors évidemment, dans la mesure où il ne fera pas la guerre, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout dans sa défense de l'Ukraine. Et ça pose toute une série de problèmes, c'est-à-dire au fond, quel rôle les États-Unis, pourquoi l'Ukraine, bref, tout cela, et puis surtout le retour des États-Unis en Europe. Il ne faut pas oublier que les États-Unis négligeaient l'Europe au profit de ce pivot que Barack Obama avait inauguré du côté de la Chine. C'est-à-dire que le principal adversaire des États-Unis, en principe, c'est la Chine. Et c'est de ce côté-là, en somme, que jusqu'à une date récente, la priorité des priorités avait été accordée du côté de Washington. Donc, si vous voulez, il y a un peu du brouillage, de l'embrouillamini, des choses qui ne sont pas très claires dans la définition que Joe Biden peut donner de sa politique étrangère. Je vous en donner un dernier exemple, et puis après je m'arrête, mais regardez ce qui se passe avec l'Iran. Joe Biden est arrivé en disant l'accord de 2015, vous savez, celui qui a été encouragé notamment par Barack Obama, au temps où Joe Biden était vice-président, ne l'oubliez pas. Cet accord a été rejeté par la suite par Donald Trump. Donc, l'idée de Joe Biden, c'était de retrouver un accord avec l'Iran pour empêcher que l'Iran ne devienne une puissance nucléaire. En fin de compte, pour l'instant, il n'a rien empêché du tout. Et les recherches nucléaires en Iran progressent. Alors, je ne sais pas si c'est à grands pas ou à petits pas, mais en tout état de cause, c'est extrêmement dangereux pour toute la région de ce monde, en particulier pour les États sunnites, en particulier pour l'État d'Israël. On dirait que les États-Unis se sont retirés du Moyen-Orient au profit de l'Europe d'un côté, et puis aussi avec en arrière-pensée cette priorité des priorités qu'il continue d'accorder, quoi qu'on en dise, à la situation en mer de Chine du Sud. Oui. Et on peut aussi penser que la débâcle de Kaboul n'a pu que enhardir les mollahs iraniens dans leur course à l'atome. Encore un mot quand même, la bataille de l'avortement qui repart avec l'arrêt auquel travaille la Cour suprême, c'est l'autre croisade de Joe Biden. Est-ce qu'elle peut mobiliser, à votre avis, d'un mot, les démocrates au point d'inverser le résultat attendu des élections du mid-term et permettre à Biden de garder une majorité à la Chambre des représentants? Vous savez, le débat sur l'avortement illustre, comment dire, la cassure entre deux Amériques, entre l'Amérique conservatrice et l'Amérique qui, au contraire, voudrait changer le monde et voudrait changer la société. Alors, cela dit, il faut bien comprendre comment les choses se passent. Le droit à l'avortement a été placé au niveau fédéral depuis 1973 par la Cour suprême. Alors, il est possible que la Cour suprême revienne sur l'arrêt de 1973. Elle en a parfaitement le droit et c'est tout à fait naturel de la part de la Cour suprême, dans son histoire en tout cas, de revenir éventuellement sur un arrêt qui aurait été décidé quelques années auparavant. Mais si l'arrêt de 1973
est supprimée, ça voudrait dire en fait que désormais, c'est État par État que serait décidé le droit à l'avortement ou le refus du droit à l'avortement. Il y a déjà 22 États qui ont pris des mesures restrictives concernant l'avortement, 22 États sur 50, ça fait presque la moitié. Et ça veut dire qu'au fond, il y a une moitié d'Américains qui souhaitent que le droit à l'avortement soit strictement limité quand ça n'est pas strictement interdit. Et bien entendu, cela aura un effet sur les élections législatives de novembre 2022, c'est-à-dire au moment où il s'agira de remplacer ou de mettre en place, en tout cas, l'ensemble des représentants à la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs. Or, actuellement, au Sénat, les républicains ont 50 sièges, les démocrates 50 sièges. Actuellement, à la Chambre des représentants, les démocrates ont la majorité, mais de quelques sièges seulement, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas exclu qu'en novembre 2022, le président des États-Unis se retrouve avec un Congrès qui lui soit hostile et qui l'empêche de faire quoi que ce soit pendant les 2 dernières années de son mandat. Donc la situation est particulièrement instable aux États-Unis et elle ne fait qu'illustrer cette division profonde entre 2 Amériques. Joe Biden incarne l'une d'entre elles, mais il y a l'autre, et l'autre est également puissante. Merci infiniment, André Caspi. Pourquoi Joe Biden va échouer? C'est publié, ça se trouve dans les bonnes librairies, Placard et Libelle, publié par les éditions du CERF. Merci à vous. Je reviens aux relations internationales avec vous, François Costantini. Je regarde le sommaire, parce que moi je commence toujours par la fin. Je vois d'ailleurs qu'il y a une vision iranienne des relations internationales. Absolument. Il y a bien sûr une vision iranienne, plus ancienne et plus récente. L'Iran, c'est un vieux pays, hein, la Perse, qui a existé, qui s'est singularisé. Vous savez, c'est l'ancien empire perse. Ça a été également le pays au XVIe siècle. 4e siècle avant Jésus-Christ, l'apogée de l'empire perse. Ça a été le pays au XVIe siècle qui s'est converti en masse au chiisme pour échapper à la pression de l'Empire ottoman, pour se distinguer de l'Empire ottoman. Et puis ça a été ensuite la tentative de l'Iran, cette puissance notamment de Mohamed Reza Pahlavi. Et puis ça a été ces 40-45 dernières années, la révolution iranienne, la révolution islamiste, qui continue dans la logique historique perse, mais qui également se redéploie en effet vers une nouvelle vision politique. On le voit aujourd'hui vers une espèce de solidarité chiite assez importante. Non mais je vois, vous évoquez l'accord 5+5 qui avait été négocié à Vienne, puis qui finalement a été torpillé par Donald Trump, qui le trouvait absolument finalement insuffisant comme accord, parce qu'il n'y avait pas d'aspect sur la balistique, il n'y avait pas suffisamment de garanties, etc. etc. Mais vous vous aventurez pas à prédire s'il va être ressuscité ou les négociations. Vous n'avez pas l'impression que les Mollahs, quoi qu'il arrive, vont pousser leur avantage et continuer à essayer d'atteindre ce stade nucléaire? Oui, on sait qu'aujourd'hui, l'arme nucléaire n'est pas tant une arme offensive qu'une arme de non-emploi, mais également une arme de garantie. Comme la Corée du Nord, l'Iran, en quelque sorte, cherche à sanctuariser son régime, dont l'arme nucléaire est une garantie de sanctuarisation. On sait d'ailleurs aujourd'hui que l'accord leur donnait une autorisation à 3,67% d'enrichissement, ce qui signifie atteindre le niveau civil, et qu'il faut monter à 90% pour atteindre le niveau militaire. Oui, on sait qu'ils sont déjà aujourd'hui... Le respect de la parole donnée. Voilà, on sait qu'ils sont à 18-20%. En tout cas, leur intérêt, si on se place à la place des Mollahs, justement, leur intérêt, justement, est de continuer et d'atteindre, en effet, le seuil nucléaire militaire. C'est évident. Alors les visions, c'est intéressant, la vision turque, il y en a toutes sortes, les visions nationales et particulières, donc des relations internationales, que ce soit celle du Japon, celle de l'Inde, celle de la Turquie. J'ai cru que vous aviez oublié la vision chinoise, mais non, elle est bien là et en détail. En revanche, je cherche et je ne trouve pas la vision africaine, ou les visions africaines, parce qu'il pourrait y en avoir une de l'Afrique australe, une autre de l'Afrique de l'Ouest, une autre de l'Afrique des Grands Lacs, une autre de l'Afrique du Nord. Et il n'y a pas.
D'une part parce qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. En effet, le Maghreb aujourd'hui, par exemple, prenons un pays comme l'Égypte, il se rattache au Proche-Orient, et ensuite vous avez plusieurs visions africaines. Mais il est vrai que je pense à la 3e édition, j'introduirai en effet cette perspective. Pourquoi ? Parce que l'Union africaine est de plus en plus active en termes diplomatiques. Elle cherche à rentrer dans ce que j'appelle un multilatéralisme des régions. Par exemple, elle a des relations avec l'Union européenne, l'Union africaine, avec la Chine. Et en effet, elle cherche à concevoir une diplomatie africaine, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a cette présidence rotative, mais on voit en effet que depuis 5-10 ans, l'Union africaine se déploie au plan international. Il y a des sommets Union africaine Chine, par exemple, très important. Il y a même eu un sommet, alors ce n'est pas l'Union africaine, mais il y a eu un sommet Turquie-Afrique à Istanbul en décembre dernier. Et on voit en effet que l'Afrique essaie de s'organiser en termes diplomatiques un peu sur le schéma européen. Voilà. La seule chose qui disparaît, c'est les sommets finalement France-Afrique. Ils ont pratiquement disparu aujourd'hui. C'était tous les ans, puis après tous les 2 ans, puis après c'est le sommet Afrique-France. Et puis finalement, c'est le sommet, le dernier qu'Emmanuel Macron ait organisé au bout de 3 ans. En visioconférence, oui, je crois. C'était, oui, voilà, et avec quelques 100 chefs d'État. Oui, avec des personnalités de la société civile qui est passée inaperçue d'ailleurs. Mais c'est d'ailleurs très frappant. On a l'impression que la France s'est désinvestie, s'est désengagée du théâtre africain au moment où tous les autres s'y précipitaient, que ce soit la Turquie, la Chine, le Maroc. Oui, je pense qu'en effet, ça marque un recul de la politique française. D'une part, peut-être parce que la France est peut-être un peu trop phagocytée par l'Union européenne. Et en effet, c'est l'Union européenne aujourd'hui qui tend à agir comme un acteur extérieur. Et en effet, la France agit beaucoup moins institut personae sur le plan international, notamment sur les théâtres africains. Bon, mais alors expliquez-moi, parce que c'est un travail absolument considérable. On pourrait rentrer dans chaque fiche et puis en parler longuement, mais c'est un travail de moine que vous avez fait. Il y a une somme de connaissances là-dedans, de lecture. Comment vous avez fait? Vous aviez un alambic, vous avez pris toute une bibliothèque. Non, il y a une logique. Je pense qu'il faut beaucoup lire et il faut travailler tous les jours. Même avec le café du samedi ou du dimanche matin, il faut... Une fiche par jour? Non, à peu près. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser et puis organiser le travail. Et puis je pense qu'il faut s'imprégner toujours de l'actualité internationale. Il ne faut pas, je pense, dénier l'aspect historique. Je pense que j'ai eu la chance de commencer par les études d'histoire. C'est pas tellement la géographie, c'est l'histoire. Mais je pense que l'histoire est la première des sciences, à mon sens. Au début, vous avez une galerie de portraits. Ouais. Vous avez fait 10 fiches sur de Grotius jusqu'à Fukuyama. Vous avez fait une sorte de comment dire, oui, ce sont les 10 dieux de l'Olympe, ce sont les... J'aurais pu en mettre une vingtaine, mais je me suis trouvé devant un choix, mais j'ai mis en effet les personnes qui ont pensé les relations internationales. Grotius est le premier parce qu'il a pensé quand même le droit de la guerre et des gens, on lui doit notamment le... Grotius, Clausewitz, Talleyrand, il y a un Français quand même, hein. Ratzel, le moins connu je pense, Mackinder, Kissinger, Valls, Kenneth Valls, hein, Brzezinski, Huntington, Fukuyama. Lequel a le plus compté pour vous dans votre formation? Lequel vous a le plus impressionné plutôt? Disons que je suis quand même impressionné par Grotius, le premier d'entre eux, parce qu'il a pensé le droit international et il a pensé en quelque sorte le premier, les relations entre États. Grotius également participe à ce pays que j'admire beaucoup. Il est incroyable, Grotius, parce qu'il a 25 ans en plus quand il... Très jeune. Ou même pas, il a 23 ans quand il sort ce premier livre sur le droit de prise. Voilà, c'est en quelque sorte le droit des corsaires, le droit des marines. Il ne faut pas oublier que Grotius était salarié de la Compagnie des Indes néerlandaises, ce qui explique un peu un certain nombre de choses. Voilà. Et alors, vous avez, donc ça c'est une réédition. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Beaucoup de choses. D'une part, j'ai choisi... Alors j'ai pris conscience, pas le seul, du rôle des États. On nous a parlé il y a 30 ans de la mondialisation heureuse, que les États allaient être finalement des simples déclinaisons de l'ordre mondial. Or, c'est faux. Aujourd'hui, la puissance vient des États, même des États les plus anciens. La Chine, 4000 ans de civilisation. L'Inde, 5000 ans de civilisation. La Russie, 1000 ans de civilisation. La Turquie ottomane, 7 siècles de civilisation. Ce sont ces pays-là aujourd'hui qui tiennent le haut du pavé aux relations internationales. Et on voit en effet le rôle des États-Unis se déliter peut-être parce que c'est une jeune nation, et le rôle des pays européens être remis en question, d'une part parce qu'il y a
Parce qu'ils ont déserté ce choix de l'Union l'histoire. européenne, et parce que je pense qu'en effet, vous savez, il y a un adage qui dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire, mais je crois qu'oublier l'histoire rend encore plus malheureux. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est l'Union européenne qui n'arrive pas à peser sur l'échiquier international. Parce que l'Union européenne n'arrive pas, d'une part, à se définir en tant que telle, même définir ses frontières. On négocie actuellement avec la Turquie, par exemple, et elle n'arrive pas à définir de politique. Elle le pourrait. Je pense que les Européens auraient la capacité de se projeter ensemble. Mais encore faudrait-il avoir un choix politique clair et un choix, disons, de civilisation. Vous ne pensez pas que la guerre en Ukraine, justement, constitue une sorte de réveil soudain et de rappel à l'ordre, ou du moins de rappel au désordre du monde? Bien sûr, je pense que l'histoire est tragique, et le conflit en Ukraine nous montre, c'est une fracture. En effet, la guerre en Ukraine, c'est une fracture intra-européenne. Et on l'a un peu oublié. Et c'est l'échec peut-être de construction d'une architecture de sécurité en Europe depuis la fin de la guerre froide. Alors moi, j'ai pas assez bachoté parce que j'ai pas regardé ce que vous aviez écrit sur la vision russe et sur la situation de l'Ukraine. Vous y auriez cru, il y a 3 mois, si on s'était vu et qu'on avait parlé de la guerre, vous auriez cru qu'il pouvait y avoir comme ça une invasion en force de l'armée russe, un conflit de grande intensité et de longue durée? Alors pour être honnête, je ne croyais pas à une invasion sur l'Ukraine, mais par contre je pensais qu'il y aurait eu une tension montante dans le Donbass, c'est-à-dire dans les ça resterait une zone qui aurait pu, par exemple, que Poutine aurait pu, par exemple la reconnaissance des républiques de Lugansk et Donetsk par Poutine n'est pas une chose qui m'a forcément étonné. Ouais. Voilà, depuis l'annexion de la Crimée, Géorgie, oui. voilà, il est sur le point de le faire sur l'Ossétie du Sud et sur l'Abkhazie. Ça ne m'a pas étonné, mais je pensais que le conflit allait rester limité et que Poutine n'allait pas attaquer notamment l'État ukrainien en lui-même. Voilà. Optimum, les relations internationales en fiche publiées par les éditions Ellipse, c'est formidable, c'est à lire. Et je voudrais vous présenter un autre ouvrage qui, dans les relations internationales, fait aussi référence. Ça s'appelle Politique internationale, c'est la revue éditée par, depuis maintenant 50 ans, par Patrick Wajman. Ça, c'est le numéro du printemps 2022, où on trouve tout à la fois, pour la Russie, Andrei Gratchev, mais aussi des auteurs sur le Kazakhstan, sur Mitsotakis, sur la Grèce, sur un portrait de Mario Draghi qui est à lire, des Assad, ou le quoi qu'il en coûte syrien. C'est extraordinaire parce que c'est et Wolfgang Schäuble qui publie ses prémémoires et qu'on lit attentivement les auteurs de politique étrangère, de politique internationale. C'est vraiment une revue qui est toujours surprenante par la qualité de son contenu. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.